Bonsoir et bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles, une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Cette indépendance, nous la devons à nos 2000 abonnés, qui nous financent et que nous remercions une nouvelle fois. Ce soir, nous allons poursuivre notre émission de la semaine dernière, Géo-ingénierie et chemtrail, croyance ou réalité. Nous avions abordé le sujet pour le définir, puis ensuite nous avions fait des retours historiques et aujourd'hui nous allons tenter d'apporter des preuves factuelles en termes d'observation visuelle, mais aussi en termes d'analyse en laboratoire, en termes de témoignages. Pour poursuivre cet échange, nous avons la chance d'avoir les trois mêmes invités. Tout d'abord, Vincent Souchot, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent sur le plateau de Citizen Light. Vous êtes donc chercheur indépendant sur la géo-ingénierie et sur la question des chemtrails en particulier depuis 10 ans. Vous êtes ancien élève de Sciences Po et vous êtes actuellement coach professionnel et aussi vous faites du consulting. Merci à vous. C'est exactement ça. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Sylvie Rulkowski. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Ciel Voilé, qui est une association qui qui fait des recherches et de l'information autour de la géo-ingénierie, des manipulations climatiques et de la destruction du vivant. Merci à vous. Et enfin, nous avons la chance une nouvelle fois aussi d'accueillir Claire Orion. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présente avec nous. Vous êtes donc la fondatrice de l'association l'ACEPICA, qui est l'association citoyenne pour le suivi, l'information et l'étude sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. C'est un nom assez complexe, mais évidemment, c'est au cœur du sujet de ce soir. Vous êtes aussi animatrice en astronomie, conférencière et enseignante, et vous avez commencé vos recherches sur la géo-ingénierie au début des années 2000. Nous espérions, je me permets de le préciser, c'est une précision qui est importante pour nous, nous espérions pour cette seconde émission apporter du débat et de la contradiction, comme nous le demandent souvent les auditeurs, les internautes ou nos abonnés. Et donc nous avons tout simplement contacté le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et un de ces laboratoires en particulier s'appelle l'Institut Pierre-Simon Laplace qui dépend du CNRS. Nous avons donc invité Olivier Boucher, qui est assez connu, dont nous avons passé un extrait en première émission, mais aussi Annie Matanen, ainsi que François-Marie Bréon, qui sont tous les trois donc chercheurs dans cet institut et qui sont des spécialistes de la géo-ingénierie et qui ont collaboré avec le GIEC. Les deux premiers ont répondu qui malheureusement ne pouvaient pas être présents avec nous pour cette émission, mais nous avons l'agréable surprise d'avoir une réponse positive de la troisième invitation de François-Marie Bréon, qui est donc climatologue et professeur au Collège de France. Après quelques échanges de mails en janvier et février et quelques échanges aussi téléphoniques très courtois où il avait confirmé sa présence, nous avons malheureusement reçu une annulation 3 jours avant l'événement, avant l'enregistrement, et donc on a dû remanier un peu tout le plan. Et donc l'explication, d'ailleurs on vous met la preuve à l'écran, l'explication de François-Marie Bréon qui a donc annulé 3 jours avant, c'est la vidéo que vous avez réalisée sur le réchauffement climatique que je viens de visionner, montre que vous ne cherchez pas à apporter une information fiable. Dans ces conditions, il m'est impossible que je m'associe à votre action. Je trouvais ça assez dommage, c'était assez attristant parce qu'on était très heureux de pouvoir créer un espace de dialogue, de débat et d'échange avec des avis divergents sur la question de la géo-ingénierie et des chemtrails. Et malheureusement, vu que le débat est interdit dans les grands médias, en tant que médias indépendants, nous voulions faire ce travail-là. Malheureusement, 3 jours avant, cette annulation. Une petite réaction sur cette annulation, vous êtes étonné, c'est une bonne mauvaise nouvelle? Pourquoi le débat est si difficile? C'est pas c'est dans sa réponse, parce que là on est des gens concernés, on a envie de poser des questions, justement de s'entretenir avec des gens qui sont censés être compétents pour poursuivre la réflexion avec nous sur le sujet. Tout à fait. Et là, il y a un mur total, mais c'est normal, parce que là, on dégomme. Eux, ils sont dans un dogme, et puis les faits sont là, on compte les avions, on voit bien que leurs traînées ne sont absolument pas normales, il y a beaucoup plus d'avions que d'avions civils censés circuler, et là, ils ont aucune réponse. Je pense que c'est Débinet, quand il a réalisé, comme il le dit, il est allé voir un peu ce que faisait Citizen Light, et là, il a dit, c'est des complotistes. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus un gros mot. Personne non grata. Voilà, c'est plus un gros mot, c'est-à-dire que c'est juste ceux qui voient un peu plus tôt que les autres. Mais là, à l'heure maintenant où on est maintenant, enfin à notre époque, je veux dire, les faits, ça tombe en cascade maintenant. Tout ce qui était étiqueté de complotiste se révèle avoir été vrai. C'est juste d'être un tout petit peu, de voir simplement sans les filtres imposés par la pensée commune.
qui regarde toujours en arrière au lieu de se tourner vers l'avant. Ce qui est très difficile là, pour le cerveau humain, de questionner ses croyances, ses convictions pour pouvoir évoluer et avancer. Vincent Souchot, une réaction sur cette annulation? Oui, alors moi je trouve ça bien sûr dommage, parce que comment dire, le débat aurait été vraiment intéressant, enrichissant. Et malheureusement, bon, ce ne sera pas pour cette fois, peut-être pour une autre. Peut-être qu'on peut lancer un appel d'ailleurs. Exactement, exactement. Ne serait-ce que le commentaire sur les photos qui sont ici dans le studio, ça aurait été, ne serait-ce que ça aurait été intéressant. Et des explications sur ce que nos yeux voient. Il y a une chose qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est un des thèmes d'une réunion du Bilderberg. Je me souviens plus si c'était 2017 ou 2018. Le dernier thème qui clôturait la réunion donc, du Bilderberg, c'était l'ère post-vérité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que, oui, c'est l'ère des fake news, l'ère des inventions, l'ère de la propagande. Elle n'est pas de notre ressort. Nous, on cherche à révéler ce qui se passe, à sensibiliser le plus grand nombre pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans notre ciel, et pas seulement. Et là, de nous dire que non, ça ne correspond pas à quelque chose de digne d'intérêt, c'est vraiment dommage. Ça me rappelle aussi au moment du narratif Covid, lorsque une représentante de l'ONU expliquait que, en langue anglaise, disait « We are the science ». Nous sommes la science. Ah bon? La science, c'est pas figé, ça bouge. Il y a des choses, de nouvelles découvertes qui sont faites, de nouvelles révélations. À partir de là, la discussion, le débat, l'échange est indispensable. Merci beaucoup. Sylvie, vous voulez réagir à cette annulation rapidement? Oui, un peu comme pour le Covid, en fait, les médecins de plateau nous ont affirmé que ces injections étaient sûres et efficaces. Et changer de discours en cours de route, c'était compliqué. Et donc, moi, je vois là une attitude de mépris vis-à-vis de ceux qui ne sont pas avec des intérêts financiers importants, quoi. On est du menu fretin pour ceux qui servent les multinationales ou le complexe militaro-industriel. Merci pour ces précisions. Je me permets aussi de préciser aux auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, je les encourage à la visionner avant de regarder cette seconde émission, pour mieux comprendre et ne pas avoir l'impression que nous faisons des conclusions hâtives ou péremptoires. Hein, parce que je le rappelle rapidement, pour replanter le décor sur la géo-ingénierie et les chemtrails, c'est que la version officielle, comme la plupart des études scientifiques, des médias ou encore des gouvernements, nous explique que les traînées qui sont laissées derrière les avions sont tout simplement correspondent à la condensation mélangée aux émissions, aux particules des moteurs dans des conditions atmosphériques particulières. Elles sont appelées aussi traînées de condensation, on en parlait dans la première émission, contrails en anglais, lorsqu'elles perdurent plusieurs heures dans le ciel et qu'elles s'étalent sur plusieurs kilomètres. Et selon la version officielle, toujours, le fait qu'elles aient progressivement envahi le ciel, comme on peut le voir sur les images autour de notre plateau, au cours des 20 dernières années, c'est dû à l'augmentation du trafic aérien. On va y revenir dans cette seconde partie précisément, avec certains membres de vos associations qui ont fait un travail méticuleux d'analyse du ciel autour de chez eux. Et donc, vous avez démontré, je pense déjà en partie en tout cas, au cours de la première mission, que cette explication ne tenait pas la route, elle était caduque, avec des preuves à l'appui. Et donc, on va poursuivre l'examen des preuves que vous avez amenées et que vous voulez nous présenter ce soir pour comprendre quelle est la réalité. Et je pense, pour finir cette introduction, qu'il est vraiment fondamental de rendre cette thématique publique pour imposer le plus rapidement possible un débat public sur le sujet. Et d'ailleurs, on va revenir sur des appels à des commissions parlementaires qui ont été réalisées aussi, ou des pétitions qui ont été réalisées par vos associations. Donc pour revenir sur les faits, j'ai beaucoup aimé, quand on a préparé l'émission ensemble, vous m'avez dit ce qui est super, c'est que quand on étudie les chemtrails, on peut tous être des observateurs et participer à l'analyse du phénomène. Et donc, vous avez dit, la meilleure manière, c'est de faire des faits et des constats visuels qui sont indiscutables. Pourquoi ce travail d'observation, Sylvie, selon vous, il est important? Pourquoi il est accessible? Et quel est un peu le mode opératoire que l'on peut avoir en tant que citoyen pour participer à ces observations visuelles? Pour rappeler comment on en a pris conscience tous les trois, oui. C'était par l'observation. Tout à fait. Vous le précisiez au début de la première émission. Ce n'est pas par l'information, ou c'est vraiment un choc par rapport à l'environnement qu'on connaît. Une expérience personnelle. Mais un choc fort, quoi, comme si on nous mettait un grillage au-dessus de la tête. Et ça, c'est difficile. Oui. Pour le travail d'observation, comment pour vous il se réalise?
On va montrer des images, bien évidemment, après. Oui. Par exemple, les 3 dernières années de mon travail, j'allais le matin vers l'est. Et systématiquement, le soleil était zébré de traînées, et il n'y en avait pas ailleurs. Uniquement au lever du soleil. Donc, il y a là quelque chose de particulier. Et quoi dire aussi, on a beaucoup de nuages qui s'appellent des lenticulaires. Ça veut dire qu'ils sont des tas de particules qui ont la forme le nuage a la forme d'une lentille. Et quand le vent passe dans ces nuages, en fait, ça crée des strates. Et le vent les tasse, nettoie le ciel en tassant ces particules. Et oui, ça existait même il y a très longtemps, même dans des livres de météo des années 1930, mais pas systématiquement, pas à cette fréquence. Qu'est-ce que... Mais si Claire Orion veut poursuivre sur l'importance des observations et comment elles peuvent être faites, et vous, comment vous les pratiquez? Oui, elles peuvent être faites en s'accordant un petit moment pour regarder le ciel et puis identifier, compter les avions. Alors on a quelqu'un de l'association, enfin je ne sais pas si tu as prévu d'en parler. Si, on va en parler, vous pouvez en qui a parler. fait une vidéo très professionnelle sur le sujet. Donc sur Paris? Oui, à côté de Roissy. À côté de Roissy. Elle et son mari sont mis dos à dos, et chacun à 180 degrés de ciel. Et puis pendant 1 heure, ils ont compté très précisément, ils l'ont fait plein de fois, hein, il y a plein de gens qui peuvent le faire, tous les avions qu'ils voyaient passer, dans quelle direction, à quelle heure, à la minute près, en comparant, alors ils avaient Flight Radar, donc ils ont fait ça plusieurs jours. Bon, un certain jour, ils ont vu passer le nombre d'avions marqué par Flight Radar 24, donc on en a parlé dans la première émission, et comparé aux décollages et atterrissages à Roissy, ça correspondait à peu près. Et puis d'autres jours, 100 fois plus d'avions que répertoriés et signalés comme arrivant ou partant de Roissy. Et surtout pas sur Flight Radar. Et cela pas sur Flight Radar. Beaucoup plus d'avions. D'ailleurs, on a un résumé, je vous laisse continuer, mais on a un résumé. Le résultat qu'on voit sur les images. Je vous laisse continuer, mais on a l'image 14 de la première émission qui nous permettra de commenter vos propos, où là on va avoir des chiffres très précis, en fait, où on voit donc ce nombre d'avions à l'heure, le nombre d'avions qui laissent des traînées, et ça va permettre de continuer continuer votre commentaire. Tu demandais, quand j'ai créé l'Axipica, parce qu'on dit Axipica comme un axe qui pique. On essaie vraiment c'était tellement difficile à percer, c'est tellement nébuleux le sujet. Hein. On ne peut pas faire plus nébuleux que l'atmosphère, hein, les phénomènes climatiques et atmosphériques. On est en fait, cette association, c'est l'association des gens qui, comme nous, de leurs yeux ont vu, elles se disent c'est pas normal. Et voilà, et du coup on a sorti un flyer, vous trouvez ça normal, fatal ou scandaleux? Voilà, il y a des gens qui trouvent ça, je ne vois pas la différence, pour eux c'est normal. Il y en a, c'est la fatalité, c'est la fin des temps, il y aura des signes dans le ciel, hein. Puis c'est scandaleux, oui c'est scandaleux, parce que c'est la vie qu'on extermine, là. C'est une volonté d'exterminer la vie. Après on va voir que la vie, malgré tout, elle combat, nous on combat la vie à tous les niveaux, végétal, parce qu'on va parler des végétaux, je crois aussi. Et ils sont malades, mais ils réagissent, ils reprennent le dessus aussi, enfin, comment on peut aider ça, c'est vachement important. Peut-être, Sylvie, c'est vous qui m'aviez transmis cette synthèse donc de cette vidéo qui fait 5 minutes et qui vraiment est une observation factuelle qui est indiscutable, parce que là, on est simplement dans un travail d'observation et de prise de notes de ce qui est observé dans le ciel par ce couple adhérent de votre association. Adhérent de l'Axipica. Ouais. Et donc, le vendredi 25 décembre 2015, pendant 7 heures, ils observent, il n'y a que 40 avions et aucun ne laisse de traîner. Le lendemain, pendant 1 heure, de 9 à 10, 71 avions, 51 laissent des traînées. Et sur les 71, 68 ne sont pas sur Flight Radar. Donc, s'ils ne sont pas sur Flight Radar, est-ce qu'ils étaient sur les départs de Roissy à vérifier? Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on passe donc de 0,1 avion à la minute le vendredi de 10h à 17h, alors qu'on passe à 1,18 avions par minute. Donc, c'est une multiplication par 10. Voilà.
Et pire encore, de 14 à 15, 145 avions en 1 heure. 116 laissent des traînées, 80% du trafic, et 132 ne sont pas sur Flight Radar. Imaginez les gens qui habitent à côté, 2 avions, 42 à la minute. Donc là, on est sur du factuel, de l'observation, et ça doit questionner. Et évidemment, on aurait bien aimé présenter ça à des chercheurs du CNRS qui nous disent que ça n'existe pas. Alors, il y a le fait que c'est aussi à côté d'un aéroport. Donc, Tchouk, il y a ceux qui montent et qui descendent. Mais vous verrez aussi qu'il y en a qui... Ceux-là... alors, à propos des aéroports, j'ai entendu dire, il y a un quart de l'aéroport de Roissy qui est private. Hein, donc, pour ça, et comme on s'est demandé comment ça pouvait partir et atterrir sur les aéroports. Alors, soit il y a des horaires dédiés, parce qu'on avait eu d'autres... adhérents qui avaient fait des observations à Lyon, à l'aéroport, pas le plus grand, le deuxième de Lyon, là, je ne sais plus son nom précisément pour l'instant. Pareil, il y a des heures où ils voyaient passer, où il y avait des décollages et atterrissages incessants, alors qu'il n'y avait aucun avion déclaré à l'atterrissage ou au décollage. Et après, il y a des bases militaires. Et puis, il y a des horaires, si ce n'est pas des espaces, il y a des horaires dédiés sur des aéroports pour que ça décolle et ça atterrisse sans laisser de traces, sans que ce soit ni vu ni connu. À propos de Roissy, personnellement, j'ai souvent pris des vols low cost de Roissy pour les pays de l'Est et ce sont des avions qui ne font que du voyageur au moment où ils le font. On a aussi d'autres informations qui disaient que ceux qui s'occupent de l'entretien de l'avion, en général, ne parlent pas français. Comme ça permet d'éviter toute communication gênante. Donc là, ce qu'on peut faire concrètement, c'est observer donc le nombre d'avions qui passent au-dessus de chez nous, les comparer avec au quotidien, c'est-à-dire qu'on fait ça pendant plusieurs heures, sur une journée complète ou en tout cas sur un intervalle de temps, regarder, comparer par rapport aux avions qui sont déclarés sur Flight Radar et regarder les conditions atmosphériques avec des informations aujourd'hui qu'on peut trouver plus ou moins facilement sur la toile et aussi regarder combien d'avions laissent des traînées et combien de temps perdurent ces traînées. Donc ça, concrètement, c'est accessible à tout le monde, à tous. Et vous, Vincent Souchot, vous avez fait un travail aussi, c'était un travail quasi quotidien. Un travail quasi quotidien, mais vous nous avez envoyé depuis 10 ans. 6 photos, ou 8 photos peut-être qu'on peut... Là, je crois que je vous en ai fait parvenir 6. 6 photos, tout à fait. Du 21 octobre 2017. 21 octobre 2017. Donc on va peut-être les afficher à l'écran pour que vous puissiez montrer en fait le début de la journée. Et donc ça c'est au tout début de la journée, je crois, c'est vers 7h du matin. Ça c'était de mémoire 7h54. D'accord. C'est-à-dire qu'à 7h, la météo était absolument magnifique. Un ciel bleu superbe. 7h54, il y a clairement 3 avions qui sont passés et qui ont épandu, comme on peut le voir sur ce cliché. Et puis là, c'est un quart d'heure plus tard. Donc d'autres avions sont passés. Très court. Là, vous avouerez que ça rappelle presque nos cours de, de géométrie. Non, mais étonnant. Alors c'est la première fois que je constatais ça. Depuis 2017, je l'ai constaté des tas de fois, encore. Avec des tas de photos que je ne vous ai pas fait parvenir, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas non plus... C'est répétitif. Les photos qu'on a prises, exactement. Donc ça, c'est, grosso modo, de mémoire, c'est 8h12. Donc c'est 18 minutes après la première photo. On enchaîne, ça c'est quelques minutes après, 8h15, 8h16. Avec un plan un peu plus large. Exactement, où on voit qu'il y a quand même une activité aérienne assez soutenue. Et surtout des traînées qui sont là, donc les premières qu'on a distinguées, qu'on a vues sur la première photo, elles sont toujours là. Donc 7h54, grosso modo, ça fait plus de 20 minutes que certaines traînées sont là. Donc si on poursuit, là, en fait les photos que je vous ai envoyées, c'est sur grosso modo 1h30. Donc là, on approche de l'heure et on voit qu'il y a de plus en plus d'avions qui passent et qui surtout épandent. Parce que c'est pas parce qu'ils passent que forcément ils vont épandre. Et maintenant, on constate que le ciel commence à être obscurci. Une forme de laitance, quoi. Absolument. Alors là, le bleu que l'on peut distinguer, c'est plus vraiment un bleu, c'est vraiment un bleu délavé. On a l'impression qu'on a lavé son jean un peu trop souvent dans la machine. Et je crois qu'il y a encore une photo après. Oui. Voilà. Alors là,
là c'est vraiment cette espèce de voile qui est en train d'être créée. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière photo, ça devait être vers 9h10. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière, ok. Alors, ce qui s'est passé après est intéressant aussi, parce que, alors, j'ai pris quelques autres photos que je n'ai pas envoyées, mais, alors, tout d'un coup, le ciel s'est complètement obscurci, il n'y avait plus de ciel bleu, on ne voyait plus le soleil, et pendant la journée, la température a chuté de façon spectaculaire. C'est-à-dire qu'elle a chuté de 10 à 15 degrés. Le différentiel de température était de 15 degrés au maximum. Bon, on sait très bien que la température à l'ombre et au soleil peut varier très facilement de 10 à 15 degrés, donc ça va dans ce sens-là. Mais là, spectaculaire. Et à 20 minutes en voiture, il y a le Jura, parce que ces photos, elles ont été prises à Ferney-Voltaire, donc tout près de Genève. Et en fin d'après-midi, sur le Jura, il a commencé à pleuvoir et à neiger au-dessus de 1400 mètres. Et il n'y avait pas de souci de neige quelconque avant. Donc clairement, les actions qui ont été mises en œuvre se sont traduites par ce changement météo spectaculaire. C'est-à-dire chute de la température, pluie et ensuite neige. Donc ça, c'est des phénomènes que j'imagine on est nombreux à pouvoir observer autour de chez nous, mais on ne prend pas forcément le temps, on n'a pas forcément conscience. Et donc ça peut être un travail intéressant que nous pouvons faire au quotidien quand on a un peu de temps devant nous. C'est d'observer comme ça pendant plusieurs heures, prendre quelques photos et regarder est-ce que ce phénomène se répète. Et comme ça, on pourra confronter ces observations qui auront été faites des centaines, voire des milliers de fois en France, aux experts, aux sachants qui nous expliquent qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et on pourra donc confronter leur discours à la réalité. Ce qui me paraît essentiel, c'est sans même penser à confronter, c'est faire le constat soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un constat que je fais parce que je suis allé sur le site d'Axepica. Ce n'est pas parce que je suis allé sur Ciel Voilé que je l'ai vu. Je l'ai vu moi-même. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se contenter de l'instantané. C'est-à-dire, je sors de chez moi, c'est le matin, il fait beau, mais je vois un avion qui commence à épandre. Si on a le temps, c'est d'attendre quelques minutes et de voir si cet avion arrête d'épandre ou pas. Et s'il y en a un deuxième qui arrive, alors, il ne s'agit pas d'être immobile et de cesser toutes ses activités personnelles et professionnelles, mais simplement de garder à l'esprit que ces actions sont continues. Et quand on observe sur la durée, c'est-à-dire sur 20 minutes, sur une demi-heure, sur 2 heures, là, on prend vraiment conscience de l'énormité de ce qui est en train de se passer. Et à partir de là, de partager avec les gens avec qui on se sent à l'aise de le partager. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent surtout pas regarder, surtout pas en entendre parler, et d'autres que ça questionne, d'autres que ça sensibilise. Et je crois que c'est notre rôle de sensibiliser. Merci pour cette précision qui fait vraiment sens. Si vous parlez juste un instant d'avions qui arrêtent d'épandre. Et donc j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo, c'est la deuxième vidéo de la première émission, qui montre, c'est des vidéos que vous m'avez transmises en amont, où on voit des arrêts d'épandage. C'est assez étonnant. Donc on regarde la vidéo et on réagit juste ensemble, juste ensuite après. Magnéto. Je pense qu'on peut même les commenter en direct au final, parce qu'il n'y a pas de son forcément, on peut. Donc ça, il s'agit de 2 vidéos différentes. La première, c'est celle-ci qui dure 17 secondes, où on voit un avion clairement en train d'épandre une traînée vraiment épaisse. On voit d'ailleurs derrière, en arrière-plan, qu'il y avait d'autres traînées. Et là, on ne l'a pas vu, mais tout d'un coup, l'épandage s'arrête. Cette deuxième vidéo, c'est un épandage qui ne se passe pas bien. Il ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'épandage, il est continu. Clairement, c'est ce qui a été prévu. Mais tout d'un coup, ça bafouille. Pot, 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 pot. C'est extraordinaire. Les produits sortent, ils sortent plus, ils sortent de façon désorganisée. Donc, difficile après, c'est dommage qu'il n'y ait pas une personne du CNRS ici sur le plateau, parce qu'il nous expliquerait comment ça peut être possible que là, il y a une traînée de condensation, c'est-à-dire liée à l'altitude, le degré d'hygrométrie et la température extérieure, qui fait que par moment, il y a une traînée très épaisse et d'autres moments, ça s'arrête. Est-ce qu'on pourrait avoir des poches qui sont avec des conditions atmosphériques différentes? On voit par exemple les gens qui font du parapente, on voit ils prennent des courants ascendants, donc peut-être qu'on peut avoir peut-être des petits courants... Là, à nouveau, l'avion, là, il n'épand plus du tout. Sacrée poche. La poche à bon dos.
Non, mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Merci. Hein. Non, mais la question légitime. C'est très intéressant. La question est complètement Elle est légitime. tout à fait légitime et tout à fait juste. C'est comme l'histoire des traînées de condensation. Parce qu'il faut faire tout le temps la part. Il y a la nature qui agit. Et ils invoquent que les phénomènes naturels pour expliquer des trucs qu'on voit bien que c'est pas vraiment complètement naturel. Mais c'est quand même les lois naturelles qui sont en action à partir de ce qu'on a mis dans le ciel. Et juste là pour préciser quand même, parce que la vidéo... Celle qu'on vient de voir là, pour moi c'est j'appuie sur le bouton, je relâche, je m'amuse, je joue au morpion, j'ouvre les vannes, je ferme les vannes de l'épandage. C'est pas forcément que ça se passe mal, ça peut être volontaire. Personnellement, je pense qu'il y a un souci d'épandage. Là, c'est une vidéo de Mike Decker, dont vous parliez dans la première émission, qui montre... Alors, il a ce zoom tellement puissant qu'il arrive à nous approcher de l'avion au maximum, et puis ensuite, il dézoome, et on se rend compte des dégâts que cet avion a provoqués. On voit bien que c'est pas de la condensation, là. Et là, hop, tiens, à nouveau, ça s'arrête, c'est moins... On voit bien que c'est pas irrégulier. Quand on vide un récipient, quand on vide un réservoir, il y a des moments où il ne reste plus beaucoup de matière et ça ne sort plus de façon continue. Voilà, là, il ne les plombe plus du tout. C'est quand même étonnant. Il est à vide. Il a vidé. Il a vidé. Si vous voyez, on revient à la première vidéo, donc qui dure 17 secondes, on voit que l'avion est en train d'épandre, il est en train d'épandre, et tout d'un coup, là, voilà, la traînée elle s'arrête complètement. Donc, alors attendez, une hypothèse. C'est peut-être pas une poche d'air d'une nature différente ou d'une température ou d'une hygrométrie différente. Peut-être que c'est simplement qu'il a coupé les moteurs, donc il est en train de planer. C'est une hypothèse, c'est pas celle à laquelle je... Mais c'est pas un planeur. Exactement. Je pense pas on voit bien que c'est pas les rejets de carburation de l'avion, là. On voit bien que ça part d'ailleurs, que des tuyères de... Donc ces constats-là, alors c'est pas comme ça tous les jours, mais au niveau de l'espèce de pétarade là, de traînées qui ne fonctionnent pas de façon continue, mais en revanche, l'observation de l'avion, le premier qu'on a vu, qui épand et qui cesse d'arrêter, mais c'est quasiment tous les jours. Il m'arrive d'être sur l'autoroute, il y a un avion qui commence à épandre, on fait 5 km, il continue à épandre et tout d'un coup, il arrête d'épandre. Donc ce constat-là, tout le monde peut le faire. Et moi, j'invite tout le monde à faire le constat, à faire ses propres recherches, mais de façon totalement indépendante et en laissant les inquiétudes, les peurs, le mot est peut-être un peu fort, mais je crois que c'est quelque chose qui nous est dit, qu'évidemment, ça fait peur, je l'ai entendu des tas de fois, et d'observer, d'en arriver à nos propres conclusions et de partager avec les membres de notre famille, des amis, des collègues de travail, d'autres connaissances, parce que la prise de conscience collective est le seul moyen, à mes yeux, de réussir à ce que ça s'arrête. Ces observations, en tout cas, elles sont indiscutables, elles sont accessibles à tout le monde, et donc on encourage tout un chacun à le faire. Est-ce que sur les observations, vous voulez encore aborder certains éléments, ou on voulait qu'on passe aux analyses de laboratoire qui ont pu être faits ou que vous avez pu faire? Moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est que ces épandages que l'on vient de voir, qui sont illustrés, il ne se passe pas ni à l'atterrissage ni au décollage, c'est en altitude. En altitude, alors plus de 8000 mètres des avions de ligne. Mike Decker le montre sur sa chaîne, des avions comme Swiss, Lufthansa, British Airways, Virgin, Air France. Pour moi, je suis convaincu qu'il y a des passagers dans l'avion. Ce sont des vols qui sont répertoriés, qu'il indique grâce à Flight Radar 24. Et donc ça se passe en altitude. Ça, plus de 8000. On a tous constaté, tous les trois en tout cas, on a constaté des vols d'appareils qui étaient bien plus bas. Au-dessus de Genève, j'en vois même qui passent, on a l'impression qu'ils sont un peu poussifs, c'est un peu comme, vous savez, des voitures de location, mais des voitures de... comment ça s'appelle, les petites voitures, les petites Ligier, vous savez, qui sont pour les gens qui ont perdu un permis, qui ont perdu leur permis. Voiture sans permis. Ils avancent plutôt doucement, j'en arrive presque à me demander, alors difficile à aller faire l'enquête, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir de réponse, je suis convaincu qu'il s'agit de drones. Des avions qui sont... Alors les drones, on sait que ça existe depuis longtemps, qu'il y a eu des vols sans pilote, depuis les années 80. Oui. Je suis convaincu qu'ils s'en servent. Au-dessus de Genève, c'est à une heure précise, c'est à partir de 16-17 heures. Et c'est des épandages différents. Donc clairement, ils épandent d'autres produits. La difficulté, bien sûr, c'est d'avoir ces entrées à l'aéroport. Est-ce que c'est d'ailleurs à Genève que ces avions sont chargés? C'est pas garanti. Il y a peut-être certains centres névralgiques où on charge les avions dans les hangars
à l'abri des regards de complotistes. Mais en tout cas, c'est vraiment encore un appel qu'on peut lancer à tous les gens qui travaillent dans l'aéronautique, que ce soit dans des ateliers à fabriquer des avions ou des gens qui travaillent dans les aéroports. Si vous voulez venir témoigner de votre expérience, n'hésitez pas à contacter Citizen Light, car ça serait vraiment très intéressant aussi d'avoir des professionnels de l'aviation. On devait normalement avoir un pilote qui devait être là pour cette deuxième émission avec nous. Malheureusement, il a été d'astreinte et donc au dernier moment, il a dû annuler sa présence. Mais voilà, le sujet est tellement important que je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir encore avec d'autres profils d'invités pour permettre de continuer à nourrir notre question sur l'existence des chemtrails. Peut-être maintenant parlons d'une autre preuve qui est aussi indiscutable, c'est des analyses en laboratoire qui ont été nombreuses et qui ont été faites depuis maintenant une vingtaine d'années à différentes échelles par des laboratoires indépendants. Donc je ne sais pas qui veut commencer à nous parler d'exemples. Hein. On va en citer plusieurs parce que ça a été fait dans l'air, sur des cheveux, sur des animaux, dans la végétation, dans l'eau. Donc il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites. Sylvie, si vous voulez commencer sur une étude ou même deux, pourquoi pas? Oui. En Allemagne, en 2011, pendant un an, sur 76 sites différents, on a fait des relevés d'eau de pluie et après on les a comparés. Et en fait, sur ces différents sites, et en Allemagne, il y en avait quelques-uns en Autriche et en France, la composition, c'était surtout de l'aluminium, du barium, du strontium. Il faut savoir qu'à l'échelle internationale, dans l'analyse de l'air, on ne prend pas en compte l'aluminium et le barium. Ça serait trop gênant. Et donc, la conclusion, c'était que dans tous ces échantillons, sur une période d'un an, on retrouvait ces composants. Alors on va nous dire, mais on trouve de l'aluminium dans la couche terrestre. Sauf que dans la couche terrestre, ça ne s'évapore pas. Et les gens qui disent, mais il y a de plus en plus d'aluminium dans le sol, c'est justement parce qu'il tombe. Et si on trouve de l'aluminium dans l'air, c'est qu'on l'y a mis. Il ne s'est pas évaporé de je ne sais où. Il est peut-être tombé du ciel. Et l'aluminium est vraiment toxique pour tout ce qui est vivant, c'est connu maintenant, et c'est très inquiétant qu'au niveau international, systématiquement, on exclut l'aluminium et le barium des analyses. Le barium est un traceur et a aussi des effets toxiques, bien sûr, sur la santé. Et l'aluminium, des maladies neurodégénératives qui peuvent provoquer Alzheimer, qui peuvent aussi avoir des impacts autour de l'autisme. On va en parler d'ailleurs très prochainement en lien avec les vaccins. L'aluminium qui est un adjuvant des vaccins. Donc cette étude allemande, donc elle est encore une fois indiscutable. Et donc on voit ces concentrations qui augmentent et il n'y a pas d'explication logique à leur présence. Voilà. Et vous avez des sites, par exemple, Zero Geoengineering, c'est aux États-Unis, et par État, on a toutes les analyses d'eau de pluie qui ont été faites. Donc c'est une énorme base aussi pour montrer que c'est partout, quoi. Voilà. C'est mondial. C'est dans les pays du Nord, ex-industrialisés, oui. Et pays d'Occident. Bloc occidental, l'OTAN. Surtout l'OTAN est le bras d'action de ce marin. Peut-être parler d'autres études. Je vais parler d'analyse, moi, quand même. Je vous en prie, parce que vous avez financé aussi on mène depuis 2012, à côté de Besançon, un des nôtres fait des prélèvements et fait faire les analyses, toujours au même labo, qui est un labo COFRAC de l'université de Besançon. Tout à fait, il n'y a même pas... c'est vraiment très normal, classique. Enfin, je veux dire, c'est pas vous-même qui faites l'étude de vos propres hypothèses. On fait le relevé, et il fait le relevé, et il le fait analyser. Donc au début, on a demandé que aluminium, barium, strontium. Au début, il y avait autour de 10 microgrammes. Au début, c'était en 2012. C'est-à-dire, il y avait déjà 10 ans d'épandage constaté, ou en tout cas par mes yeux, de manière systématique, au-dessus de nous. On était à 0,10 microgrammes d'aluminium par litre. Et donc, on l'en fait tous les 9-12 mois, un peu plus que tous les ans.
Et donc depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est un relevé, c'est une analyse de spectrographie de masse, donc il nous identifie tous les métaux lourds uniquement en chimie non organique, parce qu'après on peut parler de la chimie organique. Les cheveux, tout ça, c'est la chimie organique. Là, on parle que des métaux lourds, donc en chimie non organique. Donc relevé d'eau de pluie qui tombe du ciel, et bon ben on trouve des concentrations et beaucoup d'aluminium, barium, strontium, et puis tout un tas, quelques autres trucs. Ça c'est sur notre site, et la concentration d'aluminium est passée ça restait autour de 10 microgrammes par litre dans les années 2012, ça va jusqu'à 400, voire 800 cas de... Combien 800 microgrammes. Et vous étiez à Eh bien, on a 10. 10, de 10 à 400, 800. Ça atteint des proportions effrayantes. Ça scotche même. Comment on fait pour survivre avec tant d'aluminium dans l'atmosphère, et ça retombe dans l'eau. Et comme tu dis, oui, c'est... Un court témoignage, un agriculteur américain qui fait du maïs OGM et qui apparemment fait analyser son sol tous les ans, et il a gardé des graines traditionnelles hors commerce. Et ça poussait très bien. Cette année, en août 2024, pardon, il y avait 5 fois plus d'aluminium dans son sol que l'année précédente. Et donc, tout ce qui était semences traditionnelles, en fait, périclité. Et il faut savoir que pendant des années, des compagnies ont déposé des brevets de plantes résistantes à l'aluminium. Donc, forcément... on a envie de faire des liens. Voilà. Il y a aussi, Vincent, vous avez des études, Alors, des moi, analyses dont vous vouliez parler? C'est pas parce qu'il semble avoir un lien que c'est la cause, mais il y a quand même des choses intéressantes. Le gouvernement australien, il me semble que c'était en 2017, avait validé le principe de vacciner depuis les airs. Je répète, de vacciner depuis les airs. Oui, ça peut paraître difficile à dire, mais pourtant les vaccins nasaux existent. C'est paru dans des journaux sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vers 2018-2019, en Angleterre et au Pays de Galles, la première cause de décès, c'est Alzheimer et la démence. Or, quand on sait les dégâts que font les nanoparticules d'aluminium, qui sont tellement petites qu'on les respire, ça passe dans nos poumons, ça passe dans notre circuit sanguin, et ça franchit la barrière hémato-encéphalique. Il y a un professeur de chimie de l'Université d'Oregon qui expliquait la structure moléculaire de ces nanoparticules, et qu'une fois qu'elles vont se loger dans le cerveau, elles se dilatent. Quand on regarde un scan de cerveau de quelqu'un qui a Alzheimer, eh bien, c'est comme un gruyère, ou plutôt comme un emmental, c'est-à-dire qu'il y a des trous importants. Je dis juste ça pour réfléchir. C'est des études en plus. Et alors, ces maladies, Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives et tout ça, la courbe a démarré en 2002, justement. Et à partir de 2002, les hôpitaux n'ont plus eu le droit non plus de délivrer les causes de mortalité des hôpitaux. Je savais pas ça. Et il y a une corrélation aussi assez surprenante, là. Et on se demande souvent comment on peut aider les gens qui ont Alzheimer, et on ne se demande pas suffisamment pourquoi il y a aussi autant une explosion des cas au cours des 30 dernières années. On est toujours dans l'après, et non pas dans la prévention. Donc il y a d'autres études, on ne va pas toutes les citer, mais il y a aussi des études dont on parlait aussi qui ont été faites sur Paris. Sur Paris, il y a aussi une analyse sur des poils de bovins et de caprins. Mon Dieu, oui. Alors qui est intéressante d'être citée en 2015. Dans la Haute-Loire, c'était un vétérinaire. Il était vétérinaire en Haute-Loire, donc il avait eu l'occasion d'analyser des poils, de chèvres, je crois bien, qui vivaient sur les plateaux en Haute-Loire, là. Loin des usines. Loin de toute pollution industrielle. Et à taux de barium, essentiellement le barium recueilli dans leurs poils, aluminium, barium. Ouais. Donc là, pareil, c'est des faits assez indiscutables. Des chèvres de Haute-Loire. On le voit dans l'observation, on le voit dans des analyses de laboratoire, que ce soit des poils de bête, de l'air, du sang, de l'eau. On peut peut-être continuer maintenant sur des témoignages qui sont de plus en plus nombreux. Évidemment, ils sont encore rares parce qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers de professionnels dans le monde de l'aviation civile ou militaire. Ça reste encore des témoignages qui comptent sur ces quelques dizaines de témoignages. Mais peut-être regarder tout d'abord des témoignages d'un docteur scientifique et de médecin qui, lors d'une conférence aux États-Unis,
États-Unis. C'était un extrait donc de Geoengineering Investigation by Numerous Experts, excusez-moi pour l'expression. Et donc on a un professeur de mathématiques et un ancien pilote de ligne qui s'exprimait lors de cette conférence. C'est la vidéo 3, Magnéto. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale, you create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal, they're not natural. There's something going on, I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not. Vous m'avez donc envoyé de nombreux témoignages, hein, là on en passe 2, mais vous m'avez envoyé aussi des témoignages, donc excusez-moi, je reprends mes notes, d'un ancien responsable du FBI qui a témoigné. Ted Gunderson, voilà, qui est décédé depuis malheureusement. Tout à fait. Peut-être là, on peut prendre quelques secondes pour parler de lui. Oui. Il avait plus de 80 et quelques années, il a dénoncé ce qu'il voyait. Il a eu une carrière publique connue avant et il l'a fait en janvier 2011 et il a été empoisonné à l'arsenic, confirmé par son médecin en juillet 2011. Ça, voilà, un exemple. Mais peut-être que pour lui rendre hommage, en fait, on pourrait regarder cette deuxième série de témoignages, vu que la première était assez rapide. Et comme ça, on rebondira après. C'est la vidéo 6, 3 témoignages. Donc, un ancien responsable du FBI, excusez-moi, une ancienne responsable de la sécurité et de l'hygiène dans l'aviation américaine, et aussi un ingénieur allemand de l'aéronautique. C'est la vidéo 6, Magnéto. The death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. What you do in the Air Force. What does your job entail that is hazardous to your health? And I'm going to give you an example. Let's say that you were an aircraft painter, you were a mechanic. My job would go out to make sure I knew everything that you did, what you were exposed to, and how to mitigate and engineer out those hazards. Because we needed to, one, it's your legal right to be working in a safe and healthful work environment. So throughout 9 years, I worked as an industrial hygienist and an environmental specialist. Actually, there's 2 bases I was at that are called air logistics centers. One day I was going through that computer system, which if you want to look it up, it's called an Air Force Form 3952. It is the approval of hazardous materials. I was finding tons and tons of large quantities of aluminum, barium, strontium in the forms of oxides and salt used for. I never got an answer, so I didn't approve it. And it sat there. And then the heat came down. Why are you behind on your 3952s? Only a select few of us did that. So I started asking questions. And at that point, my demonization began. Spraying this, it's going to get to the ground. So I conducted air sampling. I conducted soil sampling. And I was getting high levels of these contaminants. When I started asking the question again under a new commander, I never in my life thought I would have somebody look me in the face and tell me, I am questioning you. Is there something wrong with you? You've been looking really depressed lately. You know I can put you under a mental evaluation for up to 120 days. Who would take care of your daughter? Because I was divorced at the time. As soon as I heard that, I knew. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker und habe Flugzeuge repariert und so weiter.
Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe auf dem militärischen Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ein Flugzeug mit einer Sprüheinrichtung ausgestattet, was an unserem Himmel giftige Substanzen versprüht. Als ich mit den Beweisen dafür, den Fotos und allem drum und dran, zu meiner grünen Abgeordneten im Bürgerbüro gegangen bin und gesagt habe, hier, so sieht's aus, ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung, ist 3 Tage später mein Boss zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, ich muss dich entlassen, da werden von ganz oben große Räder gedreht, die ich nicht mehr halten kann. Ich kriege keinen Job mehr in der Luftfahrt. Jeder, der gerne wissen möchte, wie das aussieht. Voilà, je me permets de préciser que j'ai dû raccourcir bien évidemment ces témoignages. Hein. C'est des témoignages des fois qui durent 10, 20, 30 minutes. Et donc j'ai essayé de sélectionner certains passages. Peut-être ça crée des incohérences. C'est pas évident de suivre certains témoignages. Mais voilà, là on a quand même, en 10 minutes, on a vu 5 témoignages différents qui viennent appuyer les propos de vos associations ou de vos recherches personnelles. Tout à fait. Cet Allemand n'a pas retrouvé de travail dans son domaine. Kristen Megan, pendant des années, n'a pas pu non plus retravailler, mais elle est toujours vivante, on le sait. Oui, ce sont des sujets, par exemple sur la télé allemande, on voyait il y a quelques années encore des météorologues qui disaient oui, il se passe quelque chose, mais ces vidéos ont disparu. Et c'est dommage. Non, parce que c'est toujours difficile sur ces sujets. On se dit, si ça existe, on devrait avoir beaucoup de témoins. Et des témoins, il n'y en a pas tant que ça. Mais concrètement, quand on cherche, on trouve, on a vérifié bien évidemment les sources de ce qu'on vient de passer à l'écran. On a vérifié que c'était bien des professionnels de l'aviation ou autres. Et donc voilà, ces témoignages, ils sont fiables. Et pourquoi si peu de témoignages, vous pensez, Vincent Souchot? Une pression, la peur de perdre un emploi? Oui, parce que la population vit à crédit aujourd'hui. Et donc, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Quand on a un prêt sur l'appartement ou sur la maison, quand on a des enfants qui vont à l'école ou à l'université, il faut financer tout ça. Et donc, si on perd son travail à cause d'une prise de position, de déclaration, d'écrit qui dénonce ce qui est en train d'être fait, la réponse, elle est rapide. Les menaces qu'il y a eu, ça a été, on n'en a vu qu'une toute petite partie, les menaces faites à Kristen Megan, donc l'américaine qui travaillait donc pour l'armée de l'air américaine, qui était responsable de tout ce qui était sanitaire, etc. Et à qui on dit, mais vous élevez votre fille toute seule. Qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup si vous arrive quelque chose? C'est des menaces. Enfin, ce genre de menaces, c'est absolument affolant. De la même manière, moi j'ai parlé à des pilotes. Les pilotes, ils me disent, non, ce qui se passe dans le ciel que tu racontes, ça n'existe pas. Ah oui, parce qu'ils sont en activité et ils sont très bien payés. En tout cas, c'est mon explication. C'est important de reparler du témoignage de Enrico Giannini, donc, qui a une chaîne YouTube et qui travaille toujours sur cet aéroport. Et lui, il dit, mais c'est un secret de Polichinelle. Tous les pilotes sont au courant, le personnel est au courant, mais voilà, on défend son salaire. Et apparemment, lui a trouvé une manière de ne pas être inquiété. Parce que travaillant sur le tarmac, il dit, si on est empoisonné, on a aussi droit à des conditions de travail décentes. Ça fait penser au secret de Polichinelle, comme sur les effets secondaires des injections des dernières années, où quelques professionnels de la santé qui étaient pro-injection il y a quelques années commencent à dénoncer les effets secondaires en disant c'est un secret de Polichinelle, tous les services sont au courant de l'explosion de certaines maladies, de turbocancer, etc. Et pourtant, c'est difficile. Peut-être j'avais encore 2 constats que j'avais oubliés tout à l'heure, mais peut-être dire un mot aussi sur des États, aux États-Unis, qui ont mis en place des législations pour pouvoir agir sur la géo-ingénierie et aussi sur le fait que tout ça est secret défense. 2 éléments, je ne sais pas qui veut réagir sur ces aspects-là, les législations aux États-Unis qui ont été prises. Donc le Tennessee a décidé que
La géo-ingénierie serait interdite, mais dans les termes utilisés, ils n'utilisent pas ce mot. En fait, c'est toute pulvérisation dans l'air, donc ça comprend aussi d'autres modifications locales du temps. Et des peines étaient prévues, enfin des amendes très importantes à partir de juillet 2024, mais on voit sur Twitter et ailleurs que apparemment ça n'a pas eu d'effet. D'accord. Donc il y aurait eu des législations pour l'interdire, mais ça n'aurait pas eu d'effet, donc ça continuerait. Non, il y a des témoignages sous les vidéos des uns et des autres aux États-Unis qui disent mais dans le Tennessee, ça continue. Malgré la législation. Autant qu'avant ou... Alors ça n'était pas précisé, mais ça continue. Des témoignages comme quoi c'est vachement bien le Tennessee, il y a plus de traînées. Mais là en ce moment, j'aurais presque pu dire pareil par chez nous. Parce qu'on a eu dans le sud-ouest, là on a eu dernièrement 1 ou 2 semaines franchement propres. Enfin, il y en a bien eu un peu, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Alors, mais chez nous, il n'y a pas de... chic, l'automne bas de l'aile, on va bientôt plus avoir de chemtrail. Mais passer Limoges, en remontant vers Paris, c'était fini. Limoges. Et après, ciel plombé... Chez nous, il n'y a pas de législation anti-chemtrail, malheureusement. Non, pas encore. Oui, mais comme... Il y a une demande de commission d'enquête parlementaire. Oui. Ah oui, on doit parler de ça. Et c'est tellement lié à l'OTAN que... voyant que l'OTAN, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, qu'est-ce que ça va faire à ce niveau-là? On peut espérer peut-être que ça se calme un peu, mais on est des enragés, on est des zélés, on est plus royalistes que le roi, et on va vouloir mettre les bouchées doubles, on va nous saigner encore plus pour pulvériser, faire notre tombe collective. C'est quand même difficile à croire que ces programmes qui ont plusieurs décennies vont s'arrêter juste avec un changement de présidence dans un pays. Non, un grand pays qui se sort de cette organisation. Selon les apparences, mais on pourrait faire une émission entière sur la sincérité des changements politiques aux États-Unis avec Elon Musk et Donald Trump, mais ça serait le sujet d'une autre émission parce que c'est un long débat. J'avais oublié 2 points d'analyse que Sylvie, vous me rappeliez sur les analyses en laboratoire. Vous avez fait aussi observé des dépôts orange sur les arbres. Alors ça, c'est quelque chose dans le sud ou au moins dans le Vaucluse qu'on voit partout, sur tous les arbres. Les branches sont couvertes d'un dépôt orangé. Et ce dépôt orangé a été analysé dans un film qui s'appelle Chemtrails. Oui, c'était avec Didier Rebourson. Colère noire et... Alerte rouge et colère noire. C'est ça. Et colère noire. Et donc, c'est un agriculteur des Alpes de Haute-Provence qui montre, par exemple, sur cet arbre, tous ces dépôts, en fait, tuent l'arbre. Alors, quand on lui demande, mais si on nettoyait les branches, c'est possible pour un petit arbre, mais c'est pas possible pour des arbres qui ont des mètres de haut. Et donc, à l'époque, le laboratoire Analytica au spectromètre de masse avait analysé ces dépôts et ils sont pleins d'aluminium. Donc, à la fois l'aluminium dans le sol, ça empêche les racines de se nourrir, il y a beaucoup d'études là-dessus. Et là, sur les branches, à terme, tous les arbres meurent. Évidemment pas dans l'année, mais surtout les résines dans nos régions, surtout les résineux. Voilà. Et oui. Je vous en prie, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne veux pas vous couper la parole. À propos du sable du Sahara, c'est très important. Tout à fait, je vous en prie. Ah oui, donc, c'est dommage qu'il y ait si peu d'écho, et pourtant c'est quelqu'un... donc ça se passe en Bosnie, où on leur a annoncé que le sable du Sahara était venu salir leur voiture. Et donc, il y a un député bosniaque qui est aussi avocat, qui a fait analyser le sable du Sahara, du vrai sable du Sahara, et le dépôt sur les voitures. Et en fait, si on peut voir, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez mis. On n'a pas précisément cette image, je ne crois pas. En fait, ça n'a rien de comparable et c'est multiplié parfois par 700 ou par... c'est des chiffres astronomiques. Et cette vidéo a été faite suite à des observations en 2022 et il n'y a pas eu d'écho.
Personne ne s'y intéresse. Il est pourtant député, il est sur YouTube. YouTube n'a pas censuré sa vidéo. Voilà. Une énième preuve. Et d'ailleurs, une dernière preuve avant de passer aux conséquences et aux ravages de cette géo-ingénierie sur le vivant au sens large. Vous m'avez transmis quelques jours avant l'émission, Sylvie, des mesures de mesures radiométriques qui ont été faites par des chercheurs américains, dont Marvin, dont vous parlez souvent, qui est très engagé autour de la géo-ingénierie. Et donc, c'est deux images, l'image 22, où on voit un outil scientifique de mesures. Donc, pouvez-vous nous parler de cette expérience, s'il vous plaît? Voilà. Donc, Marvin Erdős, c'est un scientifique qui, depuis 2015, a écrit au moins une vingtaine d'articles sur le sujet des épandages et de leurs conséquences sur l'environnement et la santé. Et il est souvent associé à un collègue qui est médecin en Floride. Et là, il y avait une troisième personne, spécialiste de ces appareils, qui mesurent le spectre solaire. Et là, ils ont choisi l'intervalle des UV. Et on voit clairement sur une autre photo... Ah oui. La photo d'après, celle-là. Voilà. Donc vous voyez, il y a une bande au milieu entre 11h43 et 11h44. Tout à fait. Et cette bande correspond à l'absorption de la lumière solaire par la traînée. Si ça avait été de l'eau, rien n'aurait changé parce que l'eau n'aurait pas absorbé. Mais on pourrait dire ces cendres ou cette traînée absorbe au point que ce soit vu sur cet appareil. Donc là, cette expérience qu'ils ont fait montre que le narratif, que c'est de la condensation et donc de la vapeur d'eau, ne tient pas la route au vu. Là, c'est ce que je veux faire depuis le début. Voilà. C'est ce que je voulais réaliser depuis le début. Peut-être il faut le souligner, Geoengineering Watch a payé l'appareil. Parce qu'au début, je crois qu'il ne voulait pas trop les mettre en contact. Il a payé l'appareil et donc ce monsieur a pu faire les mesures. C'était très important. Et il y a eu un article... Alors sur notre site, on a une rubrique articles scientifiques et ça fait partie de la liste. Mais merci pour cette dernière preuve. On va maintenant parler des conséquences. Ah oui, je voulais juste parler... Sylvie nous parlait un instant des arbustes et que ça ne toucherait pas des grands arbres. Et que ça ne va pas aussi vite. Pardon, j'ai pas compris ça. Pardon. Mais moi, j'ai constaté, donc, sur le Jura... Eh bien, vous faites la transition parfaite sur donc, les conséquences. Jura, absolument dramatiques, où les sapins meurent, et non seulement ils meurent, mais ils se cassent. Ils se cassent à 1 mètre du sol, à 5 mètres du sol, à 6 mètres du sol, la partie sommitale tombe, et c'est comme si l'intérieur était complètement pourri ou tellement asséché que l'arbre n'a plus de résistance quelconque. Et ça, c'est nouveau, et ça vient de se passer en 18 mois. Et vous l'avez observé autour de chez vous? Oui, je l'ai observé chez moi, et de l'autre côté de la clôture, puisqu'il y a la réserve naturelle du Haut-Jura. Et les chiffres sont assez impressionnants sur vous me disiez... Alors, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire, quand on parle à des personnes qui travaillent pour le compte de l'ENF, notamment les ouvriers forestiers, qui sont responsables de la taille, enfin de l'entretien de la forêt, c'est des hectares et des hectares de forêt qui sont complètement atteints de façon terminale. Eh bien, quelles sont les causes encore de ces... Lorsque j'en ai parlé avec un technicien forestier, pour lui, la réponse immédiate, il sort de l'école, il dit c'est le réchauffement climatique. D'accord. Alors, je lui ai fait part d'une autre hypothèse. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et pourtant, les conséquences paraissent évidentes. Alors, c'est en très, très grand nombre. Très, très grand nombre. C'est absolument affolant. C'est-à-dire, la forêt est complètement décimée. Et on peut se demander jusqu'à quand ça va se passer. Alors, la chance, c'est que d'autres essences, par exemple les chênes, sont résistants. Mais les sapins sont complètement décimés. Waouh! Sylvie, Claire, des aspects sur les conséquences? Peut-être en écho à ça, pendant des années, un couple en Californie a fait des promenades en avion au-dessus de toutes ces régions. Et en 2016,
c'est une vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Les forêts étaient complètement grillées, mais pas grillées par la sécheresse. Il y a un article de Marvin Ardon aussi sur des séquoias millénaires. En fait, le sol est tellement pollué que déjà avec l'aluminium, l'arbre ne se nourrit plus, mais aussi les parasites, alors les scolites, viennent l'attaquer et l'arbre meurt, voilà. Et ça, moi qui tente de comprendre, excusez-moi avec vous, c'est des pollutions multiples. On parle de chemtrail, mais on a fait des émissions avec City and Light autour des ondes électromagnétiques. Oui. On parle aussi, on a parlé en début d'émission de pollutions qui sont autres que la géo-ingénierie, qui est autour de l'activité humaine, qui cesse de croître en termes de consommation, de production, d'industrie, de transport maritime, etc., etc. Et donc au final, c'est sûrement un cumul aussi de toutes ces pollutions et de toutes ces agressions. On ne peut pas forcément... Et qui fragilisent le vivant, qui fragilisent par exemple les arbres. Ah oui, là, ce point quand même. Et donc là, les insectes s'y attaquent après. Oui, il y avait un Américain qui était en Floride et qui fait des vidéos extraordinaires, qui expliquait, il dit, si c'était que les scolites, il n'y a pas assez de scolites pour tuer tous les arbres qui venaient de tuer. Voilà. Donc les scolites, c'est des petites bêtes. Oui, qui s'attaquent notamment aux épicéas. D'accord. Mais qui s'attaquent, qui rentrent sous la croûte du tronc. Oui, le fait sous l'écorce. Que ça se passe sur des grandes zones naturelles, c'est justement ça, loin de toute industrie, de tout un grand centre urbain. C'est là qu'on constate des dégâts dramatiques. Donc c'est bien que ça tombe du ciel. Il y a aussi, on a des témoignages assez terribles d'Espagne aussi par notre amie Josefina Fraile qui mène les Skyguards au niveau européen. Et là-bas, ils subissent de la géo-ingénierie depuis les années 70, parce qu'ils avaient des tas de bases américaines. Nous, on n'en avait pas. Aussi, ah oui, il y a un truc intéressant. Donc, ils avaient des bases américaines, donc ils subissent la géo-ingénierie au centre de l'Espagne depuis les années 70. Et les croûtes d'aluminium qu'ils ont, ils ne peuvent plus rien faire pousser. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc là, c'est au niveau du végétal, et après, ensuite, au niveau du règne animal ou même de l'humain. Alors, végétal, oui, et végétal, à propos des chênes, c'est vrai que moi, en 2005, j'ai vu les chênes se faire attaquer, et après, j'ai vu qu'ils repartaient. Comme s'ils avaient pris la force. Enfin, bon, chez moi, c'est pas le plus aspergé du monde. Comme tout le monde, on en a des fois beaucoup, mais bon, c'est pas le pire endroit. Je pense que Genève, c'est bien pire. Et j'ai vu les chênes repartir. Après, au niveau des autres, des espèces, nous, les santé humaine, elle a morflé. Je vous dis depuis le début, on avait suivi, si on peut les retrouver, les courbes des maladies neurodégénératives et tout ça, ça a commencé à flamber l'hypersensibilité. On n'en parlait même pas avant. Les allergies. Comment ça s'appelle? Oui. Je ne sais plus le nom exactement. On n'en parlait même pas et tout ça s'est monté en flèche à partir de 2002. Et comme par hasard, à partir de 2002, comme je vous l'ai dit, plus possible d'obtenir les causes de mortalité des hôpitaux pour les chercheurs qui voulaient, les étudiants ou les chercheurs qui voulaient faire des documents là-dessus. Les hôpitaux ne devaient plus délivrer les causes de mortalité. De nombreux médecins le dénoncent, mais certains l'identifient, le relient aux perturbateurs endocriniens, d'autres vont le relier à la vaccination, d'autres à la pollution électromagnétique, d'autres encore à la géo-ingénierie. Et donc au final, je pense que c'est pas forcément une finalité de savoir la proportion de responsabilité de chacune de ces pollutions. Non. Ce qui serait intéressant, c'est de combattre ces pollutions une à une et pour permettre de reconstruire des environnements plus sains. D'ailleurs, ça sera l'ouverture de la fin de l'émission. Sur les conséquences sur les animaux ou sur les humains, Vincent Souchot. Il y a une chose que je crains, c'est qu'il y a de moins en moins d'oiseaux et d'insectes. Les insectes, surtout. Les insectes, avant, tu roulais en voiture, tu t'avais le pare-brise qui était criblé d'insectes la nuit. C'est fini, t'es nickel, ton pare-brise. Et là, les abeilles, notamment, sont des éléments absolument fondamentaux à notre vie, à tous. Je fais un aparté par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire l'État dont Sydney est la capitale en Australie. L'année dernière, il y a des autorités sanitaires qui sont arrivées dans des élevages d'abeilles et qui ont constaté, je mets des guillemets, qu'il y avait quand même des choses là qui n'étaient pas saines dans les ruches. Et donc, ils avaient jusqu'à vendredi pour se débarrasser de leurs ruches.
C'est-à-dire des choses qui n'étaient Oui, pas saines. comme Que tout d'un coup, qu'il y avait... des bovins. Exactement. Qu'il y avait, ma foi, des choses ça allait provoquer des épidémies. Alors comme des grippes aviaires chez le canard ou des choses comme ça. Et donc là, chez les abeilles, les populations d'abeilles, et donc il y a des familles qui élèvent des abeilles, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui ont cédé parce que sinon ils envoyaient normalement la police pour mettre le feu. Voilà, abat ton troupeau, abat ton... Voilà. Heureusement, nous aurons des abeilles robots ou des êtres humains qui seront en capacité de polliniser. Oui. Excusez-moi, je fais un peu d'humour pour essayer de relativiser parce que c'est dramatique tout simplement. Donc simplement, je pense que c'est encore une corde à l'arc de la guerre qui est engagée contre les peuples. C'est ça. Hommage à Claire Séverac. Oui, exactement. La guerre contre les peuples. Secrète contre les peuples. Un dernier mot, Sylvie, sur les conséquences Vous voulez qu'on parte sur comment agir On pourrait parler des filaments. Oui, je vous en prie. On n'a pas parlé des filaments. C'est très important. La maladie de Morgelon D'abord les filaments, parce que c'est d'actualité. Il y a une association en Suisse qui a reçu des filaments aéroportés de 5 pays. Et en fait, tout est tombé en 2 jours dans ces 5 pays. Donc de dire que ça n'est pas organisé, ça paraît difficile. Et donc, ils ont d'abord demandé officiellement une analyse qui leur a été refusée. Et puis, ils ont redemandé, et là, on leur a envoyé quelque chose de faux. Et parmi leurs adhérents, il y a un spécialiste de tous ces appareils, spectromètre de masse, mais aussi d'autres choses. Et ils ont travaillé pendant 22 mois. Et s'ils n'avaient pas été bénévoles, ça équivaut à 250 000 €. Et ils ont découvert que ça correspondait à un brevet. Les filaments, parce que ces filaments peuvent être à 2 ou 3 mètres du sol et longs de 6 mètres, 20 mètres et plus, et sont des véhicules en forme de tubes. Et dans ces tubes, les substances, alors ils ont eu beaucoup de mal à couper, puisque c'est au niveau nanométrique, à couper sans tout faire éclater. Et les substances contenues sont toutes hautement toxiques. Alors, des métaux lourds encore, j'imagine. Pire. Pire. Non, pire. Avec les pictogrammes danger. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en chimie. C'est plutôt la chimie organique, d'ailleurs, là, voilà. sur les filaments. Okay. Mais au point que, donc, ils ont prévenu les autorités, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Aussi, la dernière réponse, c'était une liste des laboratoires où faire analyser, alors que je suppose qu'ils n'avaient pas donné toutes leurs photos. Et en fait, ils ont fini par porter plainte, une plainte pénale contre le ministère, l'équivalent du ministère de l'écologie. Et ils finissent une interview avec une Américaine en disant que tous les 3, leur vie est en danger. C'est très récent, cette information est sortie début février. Là, le 4 février date la plainte. Le 4 février. Et d'ailleurs, ça me permet peut-être de vous montrer un dernier tweet qui est sorti il y a quelques jours aussi pour faire un peu d'actualité dans cette émission qui tente d'étudier des sujets sur du temps long, parce que chez Citizen Light, nous essayons d'aborder des sujets en profondeur, de ne pas être sur l'actualité, bien au contraire. Mais là, c'est une actualité qui vient, comme la vôtre, illustrer. Donc c'est un tweet du préfet de mémoire, c'était de Haute-Seine, voilà, qui nous dit, si vous pouvez, Vincent Souchot, m'aider, vous êtes un peu plus précis que moi, un épisode neigeux de faible intensité industriel est attendu aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine jusqu'en cours d'après-midi, pouvant provoquer un léger saupoudrage local. Le saviez-vous, dans une masse d'air froid et humide, les particules émises par les activités humaines peuvent jouer le rôle de noyaux de condensation autour desquels va s'agglomérer la vapeur d'eau pour former des flocons de neige. C'est ce qu'on appelle la neige industrielle. Oh, elle est bon. C'est extraordinaire, hein, enfin, ou dramatique, mais... Un tweet d'un préfet, quand même. Ça vient pas de là-haut. C'est vous, hein, vous avez pété trop fort. Vous avez fait un petit feu dans votre cheminée, c'est de votre faute. Dans d'autres pays récemment,
Et aux États-Unis, en Angleterre, des brouillards jusqu'au sol, où pendant des jours, les personnes ne voient pas à 50 mètres devant de leur appartement. Avec des tas de particules étranges qui sont en suspension dans l'air. Alors que quand même, hein, dans l'industrie, on a fait vachement de progrès. On a tellement... Dans les années 70, il y avait plein d'usines qui crachaient. Maintenant, il n'y en a quasiment plus du tout. Donc l'industrie a bon dos. Enfin, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se souviennent pas de comment c'était. Il y avait les voitures, elles polluaient. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fumée qui puait. Tout ça, on n'a plus. Et pourtant, il y en a de plus en plus qui tombent. Alors, ça vient d'où? Hein, ça nous facilite la vie. C'est vrai que il y avait beaucoup plus de réelle pollution au sol que maintenant. C'est un sujet qui est vraiment pas évident, hein. On a beaucoup de protection mentale. Moi, en préparant cette émission avec vous, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en janvier-février entre les chemtrails, ça existe pas, ça existe pas. J'ai eu la chance d'avoir des pilotes au téléphone, d'avoir des hôtesses d'accueil, enfin des hôtesses de bord, des professionnels de l'aviation avec qui j'ai passé des heures au téléphone. Heureusement, vous m'avez envoyé beaucoup de ressources. J'ai vraiment passé des heures et des heures à étudier les ressources documentaires, les rapports que vous m'avez envoyés. Aujourd'hui, j'ai un avis qui est le mien, que je n'ai pas forcément envie de partager, mais voilà, évidemment, je donne beaucoup de crédit en fait à l'existence des chemtrails. Et c'est aussi une précaution que je témoigne à titre personnel, parce que c'est en fait évident et c'est même sain en fait pour l'auditeur, pour le téléspectateur, de prendre le temps de creuser la question, ne pas embrasser toute nouvelle croyance ou toute nouvelle théorie, non mais en tout cas toute nouvelle information qui peut remettre en question ses croyances, comme une nouvelle vérité qui vient remplacer la précédente. Donc voilà. Libre à chacun de se faire son avis par rapport à tous les éléments que nous avons pu apporter au cours de ces deux émissions. Mais j'aimerais qu'on finisse le dernier quart d'heure de cette seconde émission sur vous, comment vous agissez, comment vous pouvez encourager les autres à agir, quelles ressources aussi vous pouvez proposer aux auditeurs pour pouvoir se renseigner sur le sujet, des livres, des documentaires pour approfondir la question. Je ne sais pas si vous voulez commencer, Claire Orion, comment agir? Alors, comment agir? Votre association d'ailleurs aussi. Voilà. La CEPICA. Le tout, c'est de la faire tourner, l'association. Le principe, c'est effectivement que toute personne qui constate ce fait et se sent isolée dans son... Tout à chacun l'a vécu. C'est-à-dire, voilà, on le montre, on voit, et les autres, ils voient pas, ils veulent pas savoir. Je veux pas savoir. C'est ce que j'ai entendu le plus souvent, moi. Je veux pas savoir. Bon. Donc, on peut se fédérer, se réunir, donc former une association. Ceci dit, il faut avoir envie de faire tourner aussi l'association, créer les liens entre les gens. Il n'y a pas que le cumul de l'information et la diffusion de l'information. Il faut aussi avoir, faut forcément former ce corps. Moi, j'ai vraiment œuvré dans ce sens-là. Après, on a un site internet. Il y a celle volée qui a un site internet. Enfin, on en a cité beaucoup. Où en faisant le tour de tout ça, on peut collecter les bons documents, les bonnes infos, enfin... C'est énorme, c'est des grosses bases de données que vous avez construites, voilà, on a avec Ciel Voilé et la CEPICA. Des grosses bases de documentaire, de documentation. Peut-être nous parler de la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, je ne sais plus si c'est Ciel Voilé ou la CEPICA, c'est la CEPICA? On a lancé ça donc l'année dernière, on a bossé une petite équipe pendant 1 an pour préparer un truc super bien ficelé, donc pour la deuxième fois, parce qu'on avait déjà fait en 2011. Hein. D'accord. Et je signale quand même qu'en 2012 et 2013, nous avons 2 députés qui ont posé cette question à l'Assemblée nationale et qui se sont fait rire au nez. Ça ne devait pas être agréable pour eux. Moi, je les remercie tous les deux. Hein. Gérard Bapt en 2012 et Joël Giraud en 2013. Ils se sont fait. Ils ont eu droit à la réponse banale, quoi. Ils se sont fait eux aussi shadowbanner, hein, comme on dit maintenant. Mais donc, juste quand même, pour que les gens comprennent, c'est quoi une commission d'enquête parlementaire? Une demande, c'est... Normalement, au sein de l'Assemblée nationale, ils forment des commissions d'enquête. Après, nous, on fait que lancer cette demande, parce que pour vraiment réaliser une commission d'enquête parlementaire, il faut une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale, où chacun s'engage de ses vraies coordonnées citoyennes. Là, avec son identité numérique. Voilà, là on met pas son pseudo, on met son vrai nom, son vrai prénom, tout le bazar. Et ça, c'est initié, cette pétition? Nous on a lancé cette demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On n'en est pas encore à l'avoir fait de manière dans les cordes officielles, là. Maintenant, on est repris et soutenu par un groupe de juristes et une association qui l'appelle le XAP. Oui, le CSAPE. CSAPE, tout à fait. Voilà. Et donc là, c'est repris avec eux et ça prend un peu
de punch. Eh bien, peut-être que cette émission serait l'occasion de lancer une pétition officiellement sur le site de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai personnellement participé à celle, par exemple, autour du référendum d'initiative citoyenne. On est déjà à la 5e pétition. Et donc, évidemment, c'est pas la panacée. Mais c'est tout simplement un axe de plus pour agir, pour influencer, pour faire entendre notre voix. Et donc, personne n'a la solution parfaite. Donc, en fait, le but, c'est de multiplier les actions et l'initiative. C'est vrai qu'on est chez Citizen Light, quand même. Tout à fait. Donc, action citoyenne. Donc, on n'y croit plus beaucoup, l'Assemblée nationale. C'est ça, on est un petit peu découragé. Parce qu'on les a sollicités quand même maintes fois. Hein. En 2015, on leur a aussi déposé une pétition qui a reçu une réponse officielle. Ils nous ont répondu que sur la base des épandages agricoles. Mais, c'est intéressant à dire ça, mais dans la foulée, donc on a déposé le 15 juillet 2015, parce que le 14 on voulait la remettre à Hollande, on s'est fait, bien sûr, on n'a pas pu. Donc le 15 on a dit on va à l'Assemblée nationale, mais physiquement on y allait, on l'a déposé physiquement. Et on a reçu une réponse au mois de novembre, officielle, qui ne parlait que des épandages connus, c'est-à-dire admis, c'est-à-dire ceux agricoles. Mais en même temps, l'Assemblée nationale avait mis pas un ultimatum, avait demandé à ce que soit menée une enquête sur la pollution générée par le trafic aérien au gouvernement, à fournir dans un an. Et le mois de février suivant, cette demande a été annulée par le Conseil constitutionnel. Alors je tiens à ce que tout le monde le sache, ça, je trouve que c'est important. Et même l'Assemblée nationale, ils ont fait un petit effort et puis ça plouffe. Bon, alors maintenant, j'y crois. Faut y croire encore. Il faut y croire. Faut y croire encore, vous croyez? On est là pour ça. Sylvie. À propos d'actions de ce type, le plan climat de Paris, en fait, au départ, prévoyait aussi les aéroports. Et puis, quand ils ont fait l'inventaire de toutes les émissions, ils se sont rendus compte que ces aéroports représentaient plus de la moitié des émissions. Wow. Et donc, les aéroports ont été exclus du plan climat de Paris. Ça, c'est bon. Et l'autre chose... En 2013, il y a eu une première pétition auprès de la Commission européenne qui, 3 ans après, a répondu qu'elle n'était pas concernée et qu'elle n'avait pas la compétence pour les questions militaires. Ouais, on voit où on en est aujourd'hui. Là, ils nous ont lâché un beau morceau quand même, puisque c'est bien une question militaire. Il s'agit bien de guerre. Ouais. La guerre secrète contre les peuples. Bon. C'est tout très très bien résumé, donc la référence première, c'est peut-être la guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, si les gens veulent lire quelque chose. Après, il y en a tellement maintenant des livres. Pour les livres de Rosalie Bertell, on n'en a pas parlé, moi je tiens à parler d'elle quand même, qui était donc une chercheuse américaine, et qui est décédée en 2013, mais qui avait écrit un livre en 2000, qui s'appelait Planet Earth, The Last Weapon of War, et qu'on a traduit en 2017 et qui s'appelle en français La planète Terre, ultime arme de guerre. D'accord. Donc ça reprend beaucoup de choses qu'on a dit dans cette émission. Bon, ça s'arrête... Vous m'aviez aussi transmis un livre très récent qui est sorti avec Marvin Erdon, donc vous avez cité, et Mark Whiteside, qui est sorti en 2025, là, qui a été traduit très récemment. En tout cas, les chemtrails ne sont pas des traînées de condensation, le visage du mal. Voilà, et aussi, vous m'aviez conseillé L'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires de Patrick Pazin, sorti en 2017. On va vous afficher aussi quelques documentaires à l'écran, mais si vous vouliez rebondir, après, je vais vous laisser, bien évidemment, Vincent, aussi partager votre regard. Peut-être aussi de dire que donc sur notre chaîne YouTube, il y a des playlists et il y a une playlist géo-ingénierie et il y a au moins 135 vidéos sur le sujet, dont celle qu'on a vue tout à l'heure, Kristen Megan, l'Allemand, Ted Gunderson et bien d'autres. C'est très important quand même. À la fois, l'information n'est pas suffisante, vous le disiez très justement, mais à la fois, on a besoin, dans un premier temps, d'informations pour pouvoir analyser le sujet, se faire un avis et ensuite agir si on considère que ça existe et qu'il faut le combattre. Vincent Souchot. Plusieurs documentaires, certains ont été cités. Bye Bye Blue Sky, qui est de 2010, il me semble, de Patrick Pazin. Vers un climat artificiel de Jacqueline Roche. La guerre secrète, qui est d'origine italienne, qui a été traduite en français. Frankenskies
de Matt Landman, un Américain très bien, et qu'on trouve pas sur YouTube, mais qu'on trouve sur Odyssey. D'accord. Vraiment. Non, je suis désolée. Ah oui, mais sur Ciel voilé. Oui. Oui, ça. Mais c'est quelqu'un qui le cherche, le trouve pas forcément directement. Ah oui, parce que sans connaître Ciel voilé. Est très censuré par YouTube. Shadowbanné. Oui. Il y a des initiatives, notamment sur Telegram, Chemtrail France et Forum Chemtrail France, qui permettent de poster ses propres clichés ou vidéos sur Chemtrail France. Et il y a quelque chose comme 2200 personnes qui aujourd'hui sont sur le groupe Telegram et qui mettent leurs photos, leurs vidéos. Forum Chemtrail France qui permet de partager d'autres informations, brevets, réunions, conférences, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, le plus important, c'est au niveau local, personnel. Chacun peut faire quelque chose. Chacun peut apporter une petite chose au moulin, une petite graine au moulin. Et c'est indispensable qu'on le fasse. Il m'arrive d'intervenir à plusieurs fois et à chaque fois, je dis, si ce n'est pas nous qui le faisons, alors ça va être qui? Et si on ne commence pas aujourd'hui, alors c'est quand? Voilà, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lancé l'Axepica. Voilà. Bon. C'est pas parce qu'on peut pas changer le monde en un jour qu'il faut pas commencer. Exactement. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Je suis convaincu que tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui sont révoltés. J'ai un technicien qui est passé chez moi il y a 2 jours. Et puis, je lui montrais l'espace laissé par les sapins que j'ai abattus. Et alors, il est de Lyon. Et puis, il me dit, mais pourquoi ils sont morts, vos sapins? Et je lui dis, je pense à cause de ce qui vous savez, les grandes lignes blanches dans le ciel, tous les jours. Et il s'est retourné, il m'a dit, ah, les chemtrails. Et ça a été un beau cadeau. Et on a continué à parler. Et il m'a dit qu'il était tellement sensible et ça le révoltait tellement qu'il a des jeunes enfants. Et il leur a appris à ne pas toucher aux filaments lorsqu'il y en a au sol ou en suspension. Donc, c'est bon signe. C'est bon signe dans ce sens que de plus en plus de gens se réveillent, de plus en plus de gens osent prendre la parole et partager leurs découvertes. Et notre salut passe par là. On a l'impression parfois d'être attaqué tout azimut, vu le nombre de sujets qu'on traite dans la série Les Guerres Invisibles. Et encore, nous produisons ces émissions depuis moins d'1 an, et donc on va pouvoir en produire malheureusement encore pendant de nombreuses années pour identifier et synthétiser toutes ces attaques contre la vie. Mais de la même manière, comme vous le dites très justement, Vincent Souchot, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir une connaissance de ces enjeux-là. Donc un homme averti en vaut deux, dans le sens que la propagande médiatique et le narratif officiel prend de moins en moins, même si évidemment il prend encore beaucoup trop, mais on a vu une évolution. Alors, une dernière question, peut-être pour finir, répondre à une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose. Un dernier élément, ou si ça ne vous inspire pas, je vous propose une deuxième question. Si vous étiez présidente Sylvie Rulkowski, demain, vous avez 30 secondes pour nous dire quelle est votre première réforme. Ah bah, arrêtez, les gars, ça ne vous inspire pas non plus. Si j'étais présidente demain, déjà... chaque pays imprime sa propre monnaie et on annule tous les articles qui intentent à la vie dans toutes les lois existantes et appliquées actuellement en France. Merci. Vincent Souchot, président de la République française. Eh bien, immédiatement, on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. On reprend le contrôle de nos frontières et on interdit, mais catégoriquement, les épandages au-dessus de notre territoire. Ça va être compliqué pour le trafic international, mais... Non, mais ce ne sont pas les avions, comme on m'a dit souvent, dans les marches pour le climat à Genève, où j'utilisais des tracts à la fois d'Axepica et de Ciel voilé qui sont très bien faits. On était notamment avec Chloé Framery. Et on distribuait nos tracts, et souvent les gens qui étaient là, parce que c'est une bonne cause, il faut lutter pour que le climat soit protégé, etc., la nature, et ils nous disaient « Ah oui, les avions, il y a trop d'avions !» Je dis « Non, attendez, vous n'avez pas compris, ce ne sont pas les avions qui polluent, c'est les produits que certains de ces avions épandent certains jours, à certaines heures, à certains endroits, qui sont à l'origine de nos méfaits. » Donc, c'est pas parce qu'on reprend le contrôle de notre espace aérien qu'on va interdire les avions. Non, simplement, on interdit les appendages. Et pas seulement en France, à travers le globe. Il faut que ça s'arrête.
Merci pour cet appel. Claire Orion, présidente. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis 100% d'accord. Mais tant mieux. On sort de l'OTAN, on sort de l'Union européenne, c'est les bras qui font marcher ça. Hein. Et on interdit évidemment les chemtrails. Tout épandage. Je veux dire, mais on a tellement à refonder notre perspective de la vie, à se tourner vers l'avenir, à comprendre que non, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être trop nombreux sur la planète. Cette vision est idiote. On a des tas avec l'intelligence et la technologie, mais de tous les déchets, on peut fabriquer. Enfin, moi, je suis beaucoup Idriss Aberkane, surtout dans son côté, voilà, ce qu'il nous apporte comme technologie pour l'avenir, intelligente et vivante. Il n'y a aucun souci à se faire. Mais c'est parce qu'on a peur et qu'on regarde en arrière et qu'on voit le vieux monde impérial s'écrouler. C'est encore le vieux monde de Rome, hein, Babylone, Rome, Washington. C'est encore le même, et là c'est fini. C'est fini. Davos. Mais on n'a pas encore compris que c'est fini. Et donc tous ceux qu'on est, on se tourne vers l'avenir et on écarte le voile là, hein, parce que c'est vrai que c'est marqué hein, dans l'évangile de Matthieu, il y aura des traînées dans le ciel. Oui, il y aura des signes dans le ciel, pas des traînées. Mais si vous attendez, c'est vachement plus visible que les ovnis. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a plus de gens qui voient les ovnis que les chemtrails. Moi, j'aimerais quand même, c'est une proportion. Les ovnis, pas de problème, mais quand même, les chemtrails, on les a sous les yeux, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut lever les yeux vers le ciel, observer notre environnement, comme vous le faites. En tout cas, merci beaucoup, parce que vous êtes des citoyens debout, plutôt qu'à genoux, tant qui acceptent la situation, le statu quo, alors que nous pouvons changer les choses. Trop souvent, on rappelle notre impuissance. Non, c'est faux. Aujourd'hui, si des chaînes YouTube sont censurées, aujourd'hui, si des associations dérangent l'Assemblée nationale ou la Commission européenne, aujourd'hui, si des citoyens s'expriment et dérangent la pensée dominante, eh bien, ils font quelque chose, ils mettent un grain de sable dans l'engrenage. Et on a besoin d'êtres humains comme vous, d'êtres humains debout, qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui consacrent des années de leur vie à faire de la recherche d'une manière totalement désintéressée, tout simplement pour rendre hommage à la vie, pour protéger la vie, pour protéger les vivants. Donc merci du fond du cœur pour vos engagements réciproques, de vous avoir pris deux jours de votre temps pour être avec nous ce soir sur les studios, sur le plateau de Citizen Light. C'est vraiment pour nous une joie de vous accueillir et j'espère que des personnes comme vous inspireront les auditeurs, parce qu'aujourd'hui, regarder des vidéos derrière un écran, c'est hyper important pour pouvoir s'informer, comme lire des livres, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on ne peut pas rester simplement sur les constats, on a besoin aussi de faire bouger les lignes, d'agir et d'imposer un rapport de force. Donc, pour l'information, n'hésitez pas à nous soutenir, on remercie nos abonnés qui nous permettent d'exister, c'est la première étape de s'informer pour être conscient, et ensuite, nous encourageons tous à agir à votre échelle, dans les thématiques qui sont les vôtres, qui ont du sens, mais ensemble, en tout cas, gardons l'espoir, soyons optimistes, parce que certes, nous avons en face un colosse, mais comme le disait très bien, je crois, Colin Serrault, il est au pied d'argile. Voilà, c'est David contre Goliath. Et grand merci à vous, à toi, oui. Akina, Citizen Light, parce que grâce à vous, c'est ça, hein, on a une belle synergie, là, petit à petit. On prend forme, c'est comme les nuages, ça met du temps. Hein. C'est comme la vie. Et on y arrive. La biodiversité. Et là, on va être le gros nuage là, qui va chasser tous ces nuages artificiels. Merci à vous, prenez soin de vous et belle soirée. Au revoir.